au bord de l'eau. Chapitre 13, page 333, partie 80. C'est long à raconter, mais ce fut l'affaire d'un instant. La flèche se ficha dans l'épaule gauche de Zhu Jin, qui n'eut pas le temps de se ressaisir et vida les arçons. Le cheval sans cavalier partit au galop derrière les tribunes, tandis que tous les soldats se précipitaient au secours de Zhu Jin. Le chancelier Liang était enchanté. Il ordonna au prévôt militaire de lui apporter les papiers et documents officiels et sans déport éleva Yongzi au grade d'ancêtre, à la place de son adversaire vaincu. Yongzi, rayonnant de joie, mit pied à terre et se prosterna devant la tribune pour remercier le chancelier et recevoir sa promotion. Qui eût dit qu'à ce moment-là, au bas des degrés, un homme allait déboucher du côté gauche en criant « Ne remercie pas si vite! Mesurons-nous d'abord tous les deux, toi et moi !» Yang Xing regarda celui qui l'apostrophait ainsi. C'était un gaillard de plus de 7 pieds de haut, à la face ronde, aux grandes oreilles, aux lèvres larges et à la bouche carrée, aux joues ornées d'une longue barbe et de moustaches, l'allure martiale et imposante, l'air grave et forçant le respect. Il s'en vint droit devant le chancelier Liang, à qui il fit une saluade, puis déclara avec déférence: Zhu Jin n'était pas encore remis d'une maladie. Il n'avait pas repris tous ses esprits. C'est pour cette raison et par mégarde qu'il a été vaincu par Yangzi. L'humble officier sans talent que je suis voudrait se mesurer en combat singulier avec Yangzi. S'il remporte sur moi ne se fût-ce qu'une demi-victoire, qu'il prenne ma place et non celle de Zhu Jin. Sur ma vie, je ne lui en tiendrai pas rancune. Le chancelier Liang regarda attentivement celui qui venait de parler ainsi. Ce n'était autre que Xiu Cao, cornette de la garnison de Damingfu. Comme c'était un homme frisque et animeux, toujours prêt à jeter du sel sur le feu, tenaillé par le désir de se distinguer au service du pays, et toujours au premier rang quand on s'entretuait, tout le monde l'avait surnommé le mangeur de ravelin. Note: Jixuan Feng. L'avant-garde impétueuse. Le téméraire. Fin de note. L'intendant général Li Cheng, entendant sa harangue, descendit de la tribune de commandant pour se rendre immédiatement à celle du chancelier Liang, auquel il déclara avec respect: Excellence, puisque ce Yangzi était autrefois commissaire de la garde du palais, il ne fait pas de doute que c'est un grand guerrier. Et il doit savoir pertinemment que Zhu Jin n'était pas un adversaire à sa taille. Qu'il affronte Zhu Cao en combat singulier. Ce serait une vraie joute, et on verra qui est le meilleur. À ces mots, le chancelier Liang songea. Mon ambition était de tout faire pour promouvoir Yangzi.
Mais les officiers auraient régimbé. Au point où il en est, attendons qu'il remporte aussi une victoire sur Tsukao. Nul ne lui en tiendra rancune et personne n'aura rien à dire. Aussitôt, il fit appeler Yang Zi à sa tribune et lui demanda: « Que dirais-tu d'une joute contre Tsukao ? Comment ne pas se conformer à un ordre de votre grâce ?» répondit Yang Zi avec déférence. « Puisqu'il en est ainsi, va changer d'équipement derrière la tribune et mettre soigneusement ton armure. » Il ordonna aux responsables des magasins de fournir les armes nécessaires et ajouta: « Qu'on aille chercher mon propre cheval de bataille et qu'on le prête à Yang Zi. » Puis à Yang Zi: « Sois sur tes gardes, dit-il. Prudence. Garde-toi de le considérer comme un adversaire ordinaire. » Yang Zi remercia et alla s'équiper. Lin Cheng, de son côté, s'adressa à Tsukao et lui fit cette recommandation. « Je sais qu'il sera difficile de trouver ton égal. Cependant, Zhou Jing, qui était ton disciple, a déjà été vaincu. Si tu essuies maintenant quelques revers, tous les officiers de Da Mingfu seront ridiculisés par Yang Zi. J'ai un cheval de bataille qui a l'habitude du combat, je te le prête, ainsi que mon armure personnelle. Sois sur tes gardes. Prudence. Ne laisse pas s'émousser ton ardeur et ton désir de vaincre. » Tsukao remercia et alla s'équiper. Le chancelier Liang, lui, se leva et alla se placer devant les marches des tribunes. Sa suite s'empressa d'y transporter son siège d'argent et de l'installer près de la balustrade de la plateforme, devant le terrain. Le chancelier s'assit, ayant à sa droite et à sa gauche 2 rangées de serviteurs. On appela le porteur de dais, qui déploya derrière le chancelier un parasol à triple bord, de gaze couleur thé, surmonté d'une calebasse d'argent. Puis un ordre partit de la tribune de commandement et quelqu'un agita bientôt une bannière rouge. De part et d'autre, les tambours dorés battirent tous ensemble. Alors, chacune des armées qui se trouvaient sur le terrain tira un coup de veuglère. Au bruit de la détonation, Tsukao pénétra au galop dans l'enceinte et vint se placer sous les banderoles d'entrée. Yang Zi, lui aussi, déboula littéralement sur le terrain, entra dans les rangs et alla s'arrêter derrière les banderoles d'entrée. On agita une bannière jaune sur la tribune de commandement, et les tambours roulèrent de nouveau. Les 2 armées poussèrent ensemble une grande clameur. Et ensuite, qui eût osé souffler mot? Un silence absolu régna sur le terrain. Les gongs retintirent. Une bannière blanche flotta et dans les 2 troupes, personne n'osa plus faire le moindre mouvement, ni proférer le moindre son. Tous se tenaient debout en silence.